Eh bien, nous voilà rendus pour cette troisième partie donc, du podcast anonyme consacré à Donjons et Dragons 5e édition. On a trouvé que faire le triptyque en un épisode c'était bien. Maintenant, on a essayé de monter encore un petit peu plus le niveau avec donc Franck qui va nous faire l'intégralité de la gamme sortie en une émission. Allez, vas-y, mon grand. Alors, il est sorti 4 voilà, c'est. Ouais. En parlant normalement. Mince, ça va être. Normalement pour moi. La gamme, alors déjà, le premier point qu'il faut signaler, c'est que Wizard of the Coast, je sais pas si c'est sous l'impulsion d'Hasbro ou si c'est parce qu'ils ont un peu moins de monde sous l'impulsion d'Hasbro, il y a beaucoup moins de sorties sur cette édition que sur les éditions précédentes. 3e, 4e édition, c'était un bouquin par mois minimum. Oui. Ça arrivait par pile. Avec obligation légale pour les traducteurs de suivre, ce qui a coulé la boîte qui traduisait des D4 en VF. Tout à fait. Et qui explique aussi pourquoi il y a des problèmes pour avoir des D&D dans d'autres éditions, dans d'autres langues depuis. On y reviendra si on a le temps, c'est pas dit qu'on l'ait. Mais... Non mais bon. Oh, putain, bon. Et là, pour cette édition qui est donc sortie été 2014, on a un supplément qui sort tous les 3 à 5 mois en gros. Hein. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Ça sort à des rythmes très lents. Mais honnêtement, je trouve que ça a permis d'avoir globalement une qualité quand même meilleure. Moi, il y a moins de déchets. Voilà. Je suis très très fan de ce rythme de sortie. Et surtout qu'en plus, ce qu'ils nous sortent, c'est de l'aventure et pas de la classe de prestige. Tout à fait. Sur l'intégralité de tout ce qui est sorti depuis, il y a eu un guide du joueur, le Swords Coast Adventure, parce que toutes les aventures se déroulent sur la côte des épées des Forgotten Realms. Et les royaumes oubliés. Tu es complètement international. C'est des problèmes de linguiste. Faut se rendre à l'évidence. Et donc il y a un guide du joueur qui présente la zone, donne quelques options, etc. Donc c'est une sorte de petit player's handbook supplémentaire. Mais on n'est pas du tout comme dans les guides de la 3e et la 4e édition qui étaient feats, classe, pouvoir, etc. La 3e édition étant quand même le pire absolu à ce niveau-là. Dans la 4e édition, les player's handbook 2 et 3, je les ai pas achetés. Enfin, tout ce qui était truc additionnel pour joueurs, moi j'ai laissé tomber. J'avais juste mon player handbook de base et c'était très bien. J'avais juste ceux qui étaient spécifiques pour les univers parce qu'il y avait des informations intéressantes dedans. Donc voilà, il y a eu en gros player's guide additionnel. Il y a eu le Volo's Guide to Monster, c'est ça, qui est une sorte de monster manual. Donc il y a un tiers de bestiaire, un tiers de comment jouer des classes de monstres. Donc on peut jouer un gnoll, on peut jouer un orc, pas que le demi-orc, le vrai orc complet, entier et tout. Les firbolgs, enfin il y a tout un tas de races. Et puis une partie sur l'écologie des monstres. Chose qui manque des fois dans les bestiaires, d'étoffer un petit peu Pourtant dans des D5 le bestiaire était déjà il était alors bien dans le triptyque, parce que autant des D4 les stat blocks étaient bons, la partie écologie il faut admettre que c'était un tout petit peu léger. Ça c'était un gros défaut. On n'est pas au niveau des bestiaires Dragonlance qui sont magnifiques, mais voilà. Donc là on a en gros 2 suppléments on va dire de règles. Tout le reste c'est de la campagne. Plus ou moins bonne. Tu vas y venir, je pense. Il y a un petit peu de tout. Mais voilà, globalement, on fournit du scénario, mais du bon scénario. Parce que la grosse campagne qui était sortie sur des D4, elle était quand même pas terrible. C'est un euphémisme. Pour rester poli. Et encore une fois, j'adore cette gamme. Mais les scénarios étaient pas bons, ils en sortaient un par mois, c'était n'importe quoi. Honnêtement, enfin, à les lire, on se disait mais comment je vais faire jouer ça, quoi, c'est juste pas possible. Et là, les campagnes sortent à durée, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup, c'est un peu mieux fait, plus ou moins bien fait. Et voilà. Donc là, j'en ai quelques-uns avec moi. Je me suis pas non plus trop chargé parce que notre producteur habite quand même très 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 loin. Il y a les côtes, la neige, la nuit, les loups. Les loups. Et il me remercie d'en parler. Donc ça a commencé par une campagne en 2 tomes, qui est la seule campagne en 2 tomes, Tyranny of Dragons.
où on replace le dragon dans Donjons et Dragons, puisqu'elle est complètement centrée sur les dragons. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a 36 pages de dragons dans le Monster Manual. Tu ne me le pardonneras jamais. Non, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment beaucoup trop. Mais voilà, bah, on part carrément contre Tiamat, la reine des dragons métalliques. Non. Non, maléfique, donc chromatique. Chromatique, voilà. Je cherchais, je disais coloré, non, c'est pas ça. Chromatique. Voilà, la campagne, alors, grosse campagne, 15 niveaux, 2 tomes, donc forcément extrêmement linéaire, avec des chapitres qui se suivent les uns derrière les autres. Il faut des jours de bonne volonté pour y arriver. Arrête-moi si je me trompe, c'est la moins bien notée de toutes. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, moi, je l'ai fait jouer avec mon groupe de noobs, comme on parlait dans la partie précédente, sachant qu'ils ne savaient pas ce que c'était qu'une campagne linéaire. Il m'était facile de les pousser, de jouer sur leur trait de caractère. Eux, ils se sont rendus compte de rien, ils se sont vraiment éclatés. On a joué le premier tome en entier, on a juste commencé le deuxième avant que le groupe se dissolve. C'est le problème de jouer avec des expatriés, c'est que ça va, ça vient et ça bouge beaucoup. Cette manie qu'ils ont de vouloir rentrer chez eux, c'est insupportable. Quelle idée. Alors que Paris, quand même. Oui. On aime la province aussi. Et voilà, on a joué. Honnêtement, moi, je préparais le scénario, je regardais le chapitre suivant, je prenais les idées principales, et je me suis dit, je vais moi refaire quelque chose dessus, parce que honnêtement, c'était quand même pas génial. Basique. Très basique. Alors, voilà, elle fait le travail, elle donne des idées, il y a des PNJ qui sont intéressantes, la trame principale, le culte qui est derrière, il y a des idées qui sont vraiment bien à reprendre, le scénario en lui-même est relativement stable. Alors, point intéressant, il se situe pas très très loin du scénario de la boîte d'initiation. Et il peut se jouer à la suite. Il peut se jouer à la suite. Eh oui. Alors techniquement, il est prévu pour être commencé par des persos de niveau 1, mais voilà, on peut aussi le jouer à la suite de la boîte d'initiation. Of Phandelver. Phandelver, Ouais. voilà. Et ensuite, ils ont sorti Princess of the Apocalypse, qui lui a comme sous-titre Elemental Evil. Alors là, je vais rajouter un petit truc. Il y a depuis très très longtemps dans le Donjon Dragon ce qui s'appelle le Organized Play, c'est-à-dire les gens peuvent aller jouer dans leur boutique de jeux préférés ou chez eux, il y a des scénarios qui sont sortis, ça suit une trame officielle, ça fait avancer l'univers. C'est comme ça que les Royaumes oubliés se sont fait détruire par la magie, entre autres, qu'il y a eu des romans, etc. Comme quoi, faut jamais laisser les joueurs faire avancer l'univers. Jamais. On connaît aussi les problèmes de L5R avec les joueurs de cartes, tout ça. Les joueurs, c'est horrible. Et donc, il y a les sous-titres, c'est parce qu'il y a toute une série de scénarios et de choses supplémentaires qui sortent en parallèle de la campagne pour jouer, donc par exemple, dans ce cas-là, dans la série du Elemental Evil, avec tout un tas d'ajouts. Il y a des guides de joueurs sortis, donc avec des backgrounds supplémentaires et quelques trucs pour être plus intégrés. Téléchargeables en PDF, hein, c'est ça. PDF, gratuitement, et tout à fait. Et cette partie Elemental Evil ramène au Temple of Elemental Evil, l'une des grosses campagnes mythiques de AD&D première édition. Le dungeon crawling pur. Pur dungeon crawling. Globalement, après le village, le premier fort et 2-3 trucs, on a le temple, qui est énorme. Et alors, je suis désolé, spoiler, couvrez-vous les oreilles, je ferai un signe pour dire que j'ai fini d'en parler. C'est bon. Dans le gros donjon, on accède à 4 plans élémentaires. Elemental Evil. Et il y a 4 nœuds de pouvoir, il y a 4 trucs à faire. C'est pour des joueurs de haut niveau, etc. Et là, globalement, ils ont repris cette idée des 4 éléments, de 4 donjons, de 4 trucs. Donc il y a la même idée de base. Par contre, c'est pas une espèce d'énorme gros donjon et tout. Il y a 4... on est plus dans un côté bac à sable. Il y a 4 ennemis, enfin, c'est un ennemi quelque part, Kelway, mais il y a 4 lieux, 4 sources de problèmes, et techniquement les joueurs sont pas obligés de les faire dans l'ordre, etc. Donc c'était un peu plus ouvert, les thématiques sont vraiment intéressantes, le scénario est vraiment vraiment très sympa. Moi je l'ai pas fait jouer, mais j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Donc déjà un cran au-dessus par rapport carrément. Sachant que je crois qu'en fait il y a une vraie progression même par rapport aux deux d'après,
C'est enfin, je te spoil. Allez, vas-y, continue. Bah. Fais ton petit signe pour les gens qui nous suivent. Petit signe de Star Trek, peut-être. Hop, allez. Et donc ensuite est sorti, alors là, pareil, comment faire plus mythique que le mythique Curse of Strahd, qui est donc une réécriture du module Ravenloft. Et pour être précis, c'est une réécriture du module qui était sorti pour la 3e édition, Expedition to Castle Ravenloft, Ouais. qui, pour moi, surpassait l'original, mais alors, à des lieux et des lieux. Alors, le premier scénario Ravenloft, c'est un village, un jeu de tarot et un gros château avec un joli plan en 3D qui était Ouais, mais dans le port. évidemment, la clé du truc, c'était qu'en fait, le donjon allait évoluer en fonction du tirage de cartes. Exactement. Et on avait un espèce de module, en fait, vivant. Tout à fait. Ce qui a fait c'était la caractéristique principale de Ravenloft et ce qui l'a rendu mythique. Tout à fait. Les différents MacGuffin à trouver sont pas forcément au même endroit, c'est pas forcément les mêmes, on trouve pas Strahd forcément au même endroit, il y a tout un tas de choses qui faisaient que à la rigueur, les joueurs peuvent même le rejouer s'ils ont envie, il y aura des choses différentes à faire. Bon, il était bien, mais ça restait quand même un gros donjon à se faire. À la 3e édition, il y avait vraiment tout un environnement. La baronnie était vraiment non, c'est raconté puisque c'est la Barovie. C'est Barovie, c'est ça, c'est parce que le pays c'est la Barovie. On était vraiment, enfin il y avait des personnages, il y a différentes petites quêtes, on apprend les gens, on finit par trouver les différents objets, on apprend les légendes. Moi je l'ai joué, le module, honnêtement et pourtant c'était en 3e édition qui est pas vraiment ma préférée. C'est un des rares trucs que j'ai gardé de la 3e, Expedition to Castle Ravenloft, donc je suis d'accord avec. Voilà. Et ben, pour DD5, ils ont quasiment repris le module. C'est à peu près la même idée au niveau de l'organisation. Mais ils l'ont encore étoffé, ils ont rajouté des choses. Alors si je me rappelle bien, je crois que la campagne est prévue pour le jeu du niveau 1 au niveau 10. Ça doit être ça. Ouais. Et il y a vraiment de quoi faire et de quoi s'éclater, quoi. Alors, disons-le tout de suite, je mentionnais dans le tout premier podcast les 2 scénarios campagnes les mieux notés sur tous les forums sur les D5, et bien donc on va dire égalité avec le scénario du Starter Set, c'est Curse of Strahd, qui est a priori la perle des campagnes des D5 pour le moment. Tout à fait. Vraiment. Si vous voulez jouer un classique, c'est à faire. D'ailleurs, je pense que ce classique, toutes ces éditions et trucs mériteraient qu'on en reparle un peu plus un jour, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur l'univers Ravenloft, les différentes boîtes, les différentes éditions. Il y a plein de choses dessus. Ensuite est sorti Out of the Abyss. Très bien noté aussi. Très bien noté, très intéressant parce que c'est pareil, pas forcément linéaire. Et là, on est dans The Underdark. Et là, encore une fois, rappel à une campagne mythique, La Nuit des Profondeurs. Quelle culture! Quelle culture! Je prépare quand même un peu. Et la Nuit des Profondeurs qui, la première moitié se déroule à la surface, mais il y a un moment, il faut aller confronter les dangers qui sont sous la terre. Et cette campagne reprend ça, cette idée de rencontrer les Drow et Menzoberranzan et tout ça. Et je ne l'ai pas lu, mais j'ai un des amis du podcast, Gauthier, si tu nous regardes, qui l'a fait jouer, et il est parti sur le principe que ces joueurs étaient des Drow. Ouais. Moi, je l'ai lu en diagonale, et ce qui est très intéressant sur ce qu'ils ont fait au niveau de ce truc, c'est au niveau de l'ambiance. Alors on va dire que je radote, mais c'est par rapport à Red and Pleasant Land, dont j'avais déjà parlé sur une de nos émissions précédentes. Il y a un petit côté Alice au Pays des Merveilles, sauf que là, le Pays des Merveilles, il est tout au fond, il est dans les ténèbres, et donc il y a un côté un peu creepy, assez inquiétant, qui est plutôt très très bien traité, et il mérite d'être considéré comme un des atouts de la gamme des D5. C'est vraiment Out of the Abyss, c'est vraiment un travail intéressant. Oui, je suis assez d'accord, en tout cas c'est tous les avis que j'ai pu lire mènent là. Ensuite, c'est à croire que c'est parce que c'est la gamme du best-of, on a dit. Mais il y a de ça, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Un hommage à une campagne mythique. Oui.
Cette fois-ci, on va combattre les géants. Against the Giants. Alors ça, c'était le titre original du tout premier module. C'est ça. C'est Storm Giant King, Thunder Giant... Oh, j'ai un doute. Voilà, je l'ai pas sous les yeux. Mais la campagne des D5. Ouais, la campagne des D5. C'est un truc avec Storm Giant. Ouais. Mais il y a des Giants. C'est vachement bien. Et globalement, on va botter le cul des géants dans le truc. Alors, je crois qu'elle est considérée comme décevante. Oui, elle est un peu au niveau de Tyranny of Dragons, voilà. C'est-à-dire, il y a des idées sympas, il y a quelques scènes chouettes, mais globalement, c'est quand même pas grandiose. Donc on a une espèce de... C'est ça. Voilà, le soufflet qui redescend un petit peu. Avec cette campagne est sorti un écran. Il y a eu un écran spécifique pour cette campagne. Voilà, c'est le deuxième écran des D5 qui est sorti. Parce qu'il y a quand même eu un écran qui était sorti avec le triptyque. Voilà, donc ils ont sorti aussi d'ailleurs j'oubliais le tarot-cas avec pour Ravenloft. Donc il y a le jeu de cartes qui est sorti pour que ce soit un accessoire visible pour les joueurs. Et on a fait le tour. Il y a un recueil de scénarios qui est prévu à sortir. Et comme forcément j'ai oublié mes notes, je ne me rappelle plus du nom du scénario. Parce que le mot-clé dans le podcast anonyme, c'est le professionnalisme. Et la préparation. Tout à fait. C'est important. C'est un recueil qui va reprendre 7 modules classiques. Ah oui, j'en ai entendu parler. Oui, tout à fait. Oui, encore du best-of. On reste sur du best-of. Tout à fait. Et réadapté, mais vraiment purement réadapté. Et on aura par exemple Wineplume Mountain, le fameux Tomb of Horror. Il y a Against the Giant d'ailleurs, puisque tu en parlais, il sera dedans. Et aussi, par exemple, un très bon module de la 3ème édition, Sunless Citadel, qui était un des tout premiers modules sortis. Qui était quand ils font un best-of, c'est vraiment un best-of sur l'ensemble de la vie du jeu. Voilà, donc ça c'est... Voilà. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des sorties. Beaucoup de scénarios. L'Organage Play qui rajoute encore plein de scénarios. Un suivi en ligne avec les Unearthed Arcana, les petits articles dispensables. Complètement, d'autant plus qu'en fait il s'agit presque plus que du supplément, il s'agit en fait de playtest. En gros, on vous envoie un truc, on laisse notamment les forumistes américains déchiqueter. On voit ce qui est épargné et on se dit tiens ça éventuellement on le gardera pour plus tard parce qu'ils vont évidemment nous sortir une version condensée avec un petit peu tout ce qui aura survécu comme les Dungeon Annual qui faisaient. Il y a un coloring book. Oui, mais est-ce que là on n'entre pas un peu trop dans le côté obscur moi je trouve ça assez sympa pour introduire la nouvelle génération au jeu de rôle. C'est le Monster Manual mais à colorier. Moi, je trouve que c'est intéressant. Alors, est-ce que c'est leur côté Hasbro, etc. Mais j'ai trouvé que c'était... moi, ça m'a fait rire, et je sais que... mes neveux sont un peu trop grands maintenant pour ça, mais... Vous avez tous quelqu'un à gâter, un petit neveu à gâter, avec un Monster Manual à colorier. Ou notre producteur qui est... voilà. Oui, il aime beaucoup colorier, on lui offrira une jolie boîte de crayons. Peut-être qu'il apprendra à rester dans les lignes, d'ailleurs. On ne sait jamais. Voilà, il y a une gamme de figurines. Ils continuent à sortir leurs petits des mini pour jouer. Sachant que moi, tout ce que j'ai fait en partie, on a fait ça sans battle map, sans figurines, sans rien. Ça reste une édition qui peut se jouer sans battle map. Maintenant, on n'y échappe pas. Toutes les mesures sont en pied, en case, en machin. Après, ça a toujours été dans les éditions, mais bon. Nous, on l'a joué au doigt mouillé et au pifomètre, la fameuse méthode... au Blair, la méthode de Blair. Internationale, elle aussi. Et honnêtement, ça a jamais posé de problème. Voilà. Donc, mais bon, il y a une gamme de figurines. Voilà. Donc là, je pense que j'ai fait à peu près le tour globalement des différentes choses qui sont Donc sorties. nous pouvons conclure. Oui. Tout à fait. Voilà. Alors vous l'aurez remarqué, on a pour ce DD5 fait des numéros beaucoup plus longs que d'habitude. Ça ne sera probablement pas reproduit. DD, Donjons et Dragons, c'est un truc qui est vraiment à part dans le jeu de rôle. C'est le jeu de rôle, c'est le premier, c'est le plus important, c'est le plus joué. Donc on a décidé de prendre beaucoup plus de temps que d'habitude. Pour les prochains podcasts anonymes, on reviendra bien évidemment à notre format habituel, celui avec lequel pour compenser, le prochain, ce sera 2 minutes par épisode pour équilibrer. On fera des micro-chroniques. C'est de la merde. Voilà, 30 secondes. On peut faire 30. On peut étayer un peu.
Voilà, donc on va conclure là-dessus notre 9e épisode du podcast anonyme. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à en parler à vos proches, à vous abonner. On aime voir grimper ce nombre d'abonnés, c'est ce qui nous permet de nous lever le matin en ayant la foi et en continuant. On a besoin de votre amour. Voilà, et on vous souhaite donc une excellente lecture. Un bon jeu. Et un bon jeu. À la prochaine. Alors, vas-y, prononce Dungeons and Dragons Dungeons and Dragons, et Barbarians of Lemuria. Barbarians of Lemuria. Ok, t'es engagé.